Finalement vaincu par l'Europe entière, Napoléon doit abdiquer en avril 1814. Il se retire à l'île d'Elbe. L'Empire disparu, la France est ramenée à ses frontières de 1792 et se trouve relativement peu pénalisée. Pas d'occupation armée, pas de contribution de guerre à verser. Le pays retrouve un roi, Louis XVIII, frère de Louis XVI. C'est le traité de Paris et c'est la Restauration. C'est pour redéfinir les territoires et les zones d'influence du reste de l'Europe que la capitale de l'Autriche rassemble donc en cette fin d'année 1814 plus de têtes couronnées qu'elle n'en a jamais eues. C'est le Congrès de Vienne. En fait de congrès, beaucoup de fêtes et de bals. Pourtant, la valse qui se joue à Vienne suit une chorégraphie précise. Concilier les ambitions parfois contradictoires des négociateurs. Qui sont-ils? Ihre Hoheit, Lord Castlereagh. Lord Castlereagh représente l'Angleterre, monarchie constitutionnelle depuis longtemps et pivot de toutes les alliances qui ont finalement eu raison de la France impériale. Prinz Metternich. Mais le personnage principal est incontestablement le chancelier d'Autriche, Metternich. Ce fidèle serviteur de la maison impériale de Vienne tient en horreur tout ce qui peut évoquer la Révolution. Der preußische Kanzler, Fürst von Hardenberg. Le chancelier Hardenberg représente le roi Frédéric Guillaume III de Prusse. Der russische Kanzler, Graf von Nesselrode. Et le tsar de Russie, Alexandre Ier, déléguera ses pouvoirs à son chancelier Nesselrode. Enfin, Talleyrand, figure inattendue, représente la France. Ancien évêque, ancien révolutionnaire, ancien ministre de Napoléon, il défend maintenant les intérêts de Louis XVIII. Son sens de l'intrigue lui permet d'amener la France à jouer un rôle exceptionnel, malgré sa défaite, en utilisant les antagonismes des vainqueurs. La rivalité entre Anglais et Russes, par exemple. Les Britanniques, soucieux d'expansion coloniale et de maîtrise des mers, redoutent une trop grande puissance russe sur le continent. Ils agissent donc pour que l'État prussien, de taille plus réduite que ses partenaires, prenne de l'ampleur et gagne des territoires. Or, le tsar de Russie s'imaginait déjà comme seule puissance en Europe du Nord. Il est contrarié et exige en contrepartie la majeure partie de la Pologne. Mais l'Autriche voit ainsi son influence menacée au nord. Elle réclame alors une mainmise sur les rivages méditerranéens. Et se heurte à son tour aux Anglais, qui redoutent l'installation d'une autre forte puissance près de leur position maritime. Malgré tout, on est en train de se diriger tant bien que mal vers un accord quand Napoléon quitte l'île d'Elbe. Il débarque à Golfe-Juan le 1er mars et arrive triomphalement à Paris le 20. Louis XVIII s'est enfui à Bruxelles. Les premières mesures de Napoléon semblent ranimer la flamme révolutionnaire. Talleyrand est obligé de quitter Vienne, la coalition anti-française se reconstitue. Le 15 juin, l'empereur pénètre en Belgique pour devancer les armées qui se dirigent vers lui. Le face-à-face décisif se prépare à quelques kilomètres au sud de Bruxelles, dans une région vallonnée que domine le village de Waterloo. Le 9 juin, soit 9 jours plus tôt seulement, le Congrès de Vienne a prononcé ses décisions finales. L'issue de la bataille va-t-elle les contrecarrer? Le choc a lieu le 18 juin 1815. 45 000 morts en une après-midi signe l'acte final de l'épopée napoléonienne. À Vienne, on se réjouit. Napoléon abdique une seconde fois et la carte d'Europe qu'on avait tracée quelques jours plus tôt reste valable. Mais la France, à nouveau vaincue, signe un deuxième traité de Paris bien plus dur que le précédent. Et Louis XVIII, hissé encore une fois sur son trône, n'a plus la confiance de ses alliés. Son territoire sera occupé pendant 3 ans et devra payer une lourde indemnité de guerre. Pour le reste, le partage de l'Europe ne change pas. La Prusse s'étend vers l'ouest jusqu'aux marges de la France et constitue un des États tampons créés pour prévenir de nouveaux conflits. L'importance de ce pays sera désormais essentielle parmi les 39 États qui constituent la Confédération germanique. Toutefois, cette future Allemagne reste encore très morcelée et sous l'influence de Vienne.
L'Italie demeure elle aussi divisée en 8 royaumes et principautés, tous plus ou moins sous tutelle autrichienne.